3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, qui sur ma chaîne est synonyme de best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et finalement, non, je ne suis pas perdu dans les jours, je vous sors ça samedi, et non pas mercredi. J'ai préféré retarder parce que mercredi, vous l'avez peut-être vu, j'ai préféré sortir une vidéo qui concernait Victor Wembanyama. Donc voilà, retour dans le futur, nous sommes désormais samedi pour ce best-of. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle du sponsor du jour, Sorare. J'imagine que vous connaissez si vous êtes fan de Fantasy League. Et si vous ne connaissez pas encore, je pense que c'est vraiment le moment de s'y mettre. En fait, c'est un jeu en ligne avec une application et un site qui permet de collectionner des cartes virtuelles qui, elles-mêmes, vous permettront de participer à tout un tas de compétitions contre des joueurs du monde entier. Pour marquer des points, c'est simple, tout dépendra des performances statistiques des joueurs que vous posséderez et que vous choisirez dans vos line-up. Et c'est ça que je trouve particulièrement cool. Là, en ce moment, en plus, c'est les playoffs et je vous cache pas que moi je suis devenu complètement addict, complètement accro, tant il peut y avoir de perfs monumentales et qu'il faut bien choisir son roster. Sauf que ça, vous allez me dire, Guillaume, t'es bien mignon, t'es cool, mais combien ça coûte? On veut pas dépenser une fortune là-dedans. Eh bien, sachez que vous pouvez me rejoindre gratuitement. Bien sûr, il y a des cartes rares ou limitées qui, elles, permettront de participer à des compétitions d'un plus haut niveau, avec moins de monde aussi, et avec des lots plus importants et plus nombreux à gagner. Ceci dit, dès que vous vous inscrirez avec mon lien, non seulement ce sera un soutien direct à la chaîne, mais en plus de ça, vous recevrez un deck de 20 cartes common, qui vous permettront de participer déjà à tout un tas de compétitions gratuites. Pendant le mois qui suivra l'inscription, en plus de ça, en vous connectant, vous en obtiendrez une de plus supplémentaire par jour, et là, croyez-moi, il y a moyen déjà de vous construire un très très bon deck. Ensuite, vous participerez à ces fameuses compétitions qui permettront de remporter soit des maillots dédicacés, soit des tickets pour des matchs, et bien sûr d'autres cartes, d'une rareté différente en fonction de votre classement. Tout ça, ça vaut vraiment le coup, c'est kiffant, et je trouve que ça apporte encore une autre vision, un autre piment quand on regarde les matchs de playoff. Moi, j'adore ça, personnellement. Donc si vous voulez jouer, venir me défier sur Sorare, participer aux mêmes compétitions que moi et comparer notre classement, go dans la description. Vous trouverez mon lien d'affiliation. Je vous le répète, chaque inscription en provenance de ce lien représentera un soutien direct pour la chaîne, ça prend même pas 5 minutes, alors qu'attendez-vous, c'est le moment, faites-vous kiffer. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite sur Sorare, le meilleur moyen de vous faire plaisir, de me faire plaisir, et tout ça sans dépenser 1 euro. Yeah, baby! Mais bref, revenons à notre sujet du jour, à notre Crystal Ball qui, comme vous l'avez vu, concerne les Français et ce qu'ils ont fait cette saison en NBA. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je ne pense pas, de toute façon le concept je vous l'explique juste après. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Quel est le bilan des joueurs tricolores cette saison dans la Grande Ligue? Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'élimination des Knicks en post-season, cette saison, le dernier Français qui était encore en lice pour les playoffs a été éliminé, il s'agissait d'Evan Fournier, et même si bon, c'est un petit peu compliqué de dire qu'il était en lice pour les playoffs, parce qu'il n'a pas joué une seule seconde pendant cette post-season, je me suis dit qu'il était temps, maintenant qu'il n'y en a plus un seul, de faire un bilan sur ce cru 2023 DFR en NBA. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette saison, ils sont 9 à avoir foulé les parquets de la Grande Ligue. Et dans cette liste, dans ces 9, j'ai décidé de pas compter Joel Embiid. C'est une volonté. Parce que, bon, je sais que j'en avais déjà parlé dans un ancien live en tant que Français, mais là aujourd'hui, je me dis qu'avec son triple passeport, j'ai un petit peu de mal à le situer. Je l'intégrerai peut-être un jour dans la liste s'il évolue sous le maillot de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est même pas sûr, donc on verra ce que ça dit, chaque chose en son temps. Et là, je me suis dit que de toute façon, dans ce format, pas la peine vraiment de parler de lui et de s'attarder sur son cas, parce qu'en vrai, de toute façon, qu'on le considère comme français ou non, sa saison, on la connaît, il a fini MVP, on en a déjà parlé énormément sur cette chaîne, son élimination en playoff, elle fait déjà beaucoup parler, je vais encore être amené à en parler, j'en ai déjà beaucoup parlé aussi, j'ai donc préféré, qu'on le considère comme français ou non, peu importe, me focus sur les autres français pour cette édition, ceux qui ont un passeport défini à l'heure actuelle, un simple passeport, et pour qui on sait pour quelle sélection ils vont évoluer. Donc voilà, ça en fait quand même 9, et puis c'est bien aussi de pas toujours parler des mêmes joueurs sur la chaîne. Joel Embiid, on en a déjà assez parlé, et donc voilà, il en reste 9, et ces joueurs tricolores, je vais les aborder aujourd'hui un, par ordre alphabétique de leur nom de famille, mais la première chose que je peux vous dire, avant ça, sans spoiler non plus, c'est que globalement, cette saison en NBA, elle a vraiment pas été hyper glorieuse pour les Français. Peut-être l'une des pires saisons pour les tricolores depuis bien longtemps en NBA. Peut-être une des pires all-time. Sauf si on remonte aux saisons où il n'y avait pas de Français là-bas. En fait, tout a été chaotique pour la plupart de nos représentants, ou presque. Et du début à la fin de la saison, quasi tous les Français qui sont en NBA ont connu au moins des difficultés. À des degrés qui sont différents, à une échelle aussi qui sont différentes, parce que tous n'ont pas le même rôle, mais quand même, c'est assez notable. Rien n'a été simple
simple, je trouve, cette saison pour aucun Français. Et puis justement, on pourrait se dire, ça sert à quoi justement d'analyser cette saison qui, de ce que je dis, a l'air complètement ratée. Et moi je trouve que c'est intéressant, c'est bien aussi d'étudier ce qui a marché, ce qui a pas fonctionné, et comment tout ça peut évoluer par la suite. Donc même si cette campagne NBA 2022-2023, elle rentrera pas dans les livres d'or pour ce qui est des Français dans la Grande Ligue, et je me dis que c'est peut-être cette petite année de transition avant l'arrivée de Victor Wembanyama qui pourra être rassurante, parce que qui nous permettra aussi peut-être d'espérer des jours meilleurs dans les années à venir. Donc bon, ça arrivera, peut-être, peut-être pas, mais avant de voir ça, parlons de ceux qui maintenant ont déjà tous terminé cette saison, et donc des 9 qui ont joué en NBA pendant cette campagne 2022-2023. Allez, premier français dont on parle aujourd'hui, c'est Nicolas Batum. Et Nico Batum, maintenant on le connaît, c'est une sorte de vétéran, un dinosaure, vu que mine de rien, le temps passe vite, il vient de boucler sa 15e saison en NBA déjà. Et après des passages à Portland, au début de carrière on s'en rappelle, puis à Charlotte, il semble maintenant avoir trouvé une maison du côté de Los Angeles en portant le maillot des Clippers, et ça c'est cool quand on se rappelle des difficultés qu'il avait eues sur sa fin de passage aux Hornets. Et ce que j'apprécie avec lui, c'est que dans son rôle de couteau suisse un peu polyvalent, qui peut faire beaucoup de choses des deux côtés du terrain, comme défendre fort sur des profils différents, c'est une de ses spécialités, ou encore en mettant des shoots à 3 points, globalement, quand tu lui donnes ce costume-là, moi je le trouve assez irréprochable. Là, à 34 ans, en plus de ça, il a réussi à rester en bonne santé, il a pu jouer 75 matchs sur 82 cette saison, et en play-off, malgré l'élimination précipitée des Clippers, avec les blessures de Paul George et de Kawhi Leonard, il a pu avoir un réel rôle, notamment avec 3 titularisations, même s'il n'a pas gardé son spot de titulaire tout au long de la série, mais c'est quand même bien de voir que Batum à 34 ans peut toujours avoir au moins un rôle ponctuel de starter dans une équipe qui fait les playoffs et qui potentiellement a des ambitions. Après oui, c'est sûr que, encore une fois, si vous regardez que les stats et les chiffres que je vous ai listés dans le visuel, c'est vrai que ça fait pas rêver. On se dit que Nicolas Batum n'est pas forcément un joueur super utile et si important que ce que je suis en train de dire. Par exemple, cette saison, c'était que le 10e meilleur scoreur des Clippers. Et là, vous pourrez me dire, non mais ton gars, il marque 6 points par match, d'où t'es en train de dire que sa saison, elle est cool. Mais en fait, moi, je m'en fous de tous ces chiffres, de toutes ces stats, en tout cas au moins pour lui, parce que clairement, Nicolas Batum, il suffit de le regarder évoluer sur un terrain de basket pour se rendre compte que non, ce n'est pas du tout un homme de stats, c'est même l'opposé. Lui, sa spécialité, c'est de faire tout plein de petites choses, assez intelligentes, dans l'ombre, des trucs qui se voient pas sur les feuilles de marque, et ce costume, moi je trouve qu'il l'assume parfaitement. Il facilite tout le jeu des Clippers, et tout le jeu des équipes dans lesquelles il joue, justement par toutes ces petites choses qu'il est capable de faire, et dans lesquelles il est devenu plus ou moins spécialiste. Et en fait, c'est toujours appréciable, moi, je trouve, de voir comment il va prendre le petit rebond, comment il va faire la petite interception, ou comment il va délivrer la petite passe, qui toujours, quelle que soit l'action, fera du bien à sa team, et ira dans le sens du jeu. Maintenant, je trouve que il est très fort, ce costume, aujourd'hui, j'ai l'impression que si en début de carrière c'était un role player plus, qui était titulaire, aujourd'hui c'est quand même majoritairement devenu un remplaçant, toujours dans son rôle de facilitateur, mais dans un costume qu'il connaît par cœur, et qui peut assumer complètement, vraiment. Il peut même l'assumer en tant que titulaire, d'ailleurs on l'a dit, et comme ça a été le cas en playoff, quand Tyronn Lue a besoin de lui, il peut vraiment dépanner partout où on a besoin, quel que soit le rôle et les minutes qu'on lui donne, et quel que soit le secteur dans lequel il y a besoin aussi. J'ai l'impression que Nicolas Batum, il arrivera à peu près justement à dépanner dans toutes les équipes. Tu pourras pas faire en sorte qu'un match repose sur ses épaules, par contre tu pourras faire en sorte qu'un match soit gagné au moins en partie par toutes les choses qu'il apportera sur le terrain, et j'ai l'impression que quand on voit ça à travers ce spectre, le tricolore, mine de rien, a réussi une saison assez pleine en faisant grosso modo ce que l'on attendait de sa part. Bien sûr, il aurait toujours pu mieux faire, en se montrant peut-être moins discret offensivement par exemple de temps en temps, mais moi ça change pas ma vision générale. En 2023, de toute façon, c'est pas sur le scoring que je l'attends, Nico Batum. Aujourd'hui, on le sent mûr, on le sent expérimenté, on voit aussi que même en NBA, il peut jouer le rôle de leader vocal dans le vestiaire, ce n'est pas que le capitaine de l'équipe de France, il peut aussi mettre des gros tirs clutch, comme il l'a fait cette saison, je me rappelle encore face aux Knicks, et donc avoir un rôle toujours précieux, je pense, dans une équipe qui a des ambitions. Donc pour faire le bilan le concernant, ok, c'est vrai, il n'y a pas eu grand chose de réellement étincelant pour Nico Batum cette saison, mis à part peut-être l'énorme shoot contre les Knicks que j'abordais avant. N'empêche que ce qu'il a montré, en tout cas dans son rôle et par rapport aux attentes qu'il y avait sur lui, j'ai trouvé ça solide. Et grâce à son intelligence et son expérience, j'ai l'impression que maintenant, il a définitivement gagné la confiance de Tyronn Lue. Et c'est déjà ça, à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais j'ai l'impression qu'il s'est fait sa place dans cette petite équipe entre guillemets, des Clippers.
Allez, deuxième joueur pour aujourd'hui, Moussa Diabaté. Et aux Clippers, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup, notamment en fin de saison, on en parlait un peu moins, mais il y avait bien 2 Français dans l'effectif, parce que oui, depuis le début de cette campagne, Nico Batum avait la chance de partager les couleurs de la franchise des Clippers avec son très jeune compatriote, l'ailier fort Moussa Diabaté. Lui, il était titulaire cette saison d'un two-way contract, et il sortait de la fac de Michigan. Je pensais pas qu'il s'inscrirait à la draft si tôt, mais il l'a fait, il a été drafté, et au final, ce qu'on a vu, c'est que cette saison, mine de rien, il a surtout été utilisé en G-League. N'empêche que bon, malgré ça, il a tout de même eu l'occasion de disputer 22 matchs cette saison pour les Clippers, c'est pas rien, il a même obtenu une titularisation, mais avec un temps de jeu et des stats quand même, si on fait le bilan global, il suffit de voir ce que j'ai affiché sur le visuel, qui sont pas loin d'être anecdotiques. N'empêche que, il y a quand même eu des petites choses qui peuvent se montrer intéressantes, notamment au niveau du potentiel, pour ce jeune intérieur qui a seulement 21 ans. Je le rappelle, il a un bon petit mid-range qu'il a travaillé, il a de bons outils défensifs, il a un petit peu progressé dans ses nouveaux postes, même si ça reste un petit peu un chantier, ça peut rester un joueur très énergique aussi, qui apporte des choses en sortie de banc, à voir comment il se développe, mais il y a quelques bases qui peuvent être intéressantes. Après, on va pas se mentir, nous, on parle pas du futur et du potentiel aujourd'hui, on parle de sa saison, et globalement, cette campagne 2022-2023, elle a été quand même super discrète. À part les fans des Clippers, il y en a pas beaucoup, je pense, qui ont vu énormément Moussa Diabaté sur les terrains. Et c'est dommage parce que les minutes, moi j'avais un petit espoir, alors pas un énorme espoir, mais un petit espoir sur le fait que oui, des minutes, il puisse en gagner, et qu'avant l'arrivée de Mason Plumlee dans l'effectif en tant que backup 5, dans ce secteur intérieur de Los Angeles, qui joue souvent small ball, qui aurait pu l'utiliser au poste 5, je m'étais dit qu'il y avait peut-être une porte à ouvrir, et peut-être pour gagner des minutes et avoir un temps de jeu plus régulier. Parce que oui, cette équipe des Clips a pas mal de faiblesses dans la raquette, mais non, tout ça, ça n'a pas pu être obtenu, mais c'est pas grave, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Lui, pour l'instant, Moussa Diabaté, il a bien souvent été utilisé dans les garbage time cette saison, il n'a pas non plus du tout été appelé pour rentrer en jeu dans les playoffs, c'est dommage, mais j'avoue qu'on s'y attendait un peu. Peut-être qu'il a souffert de l'irrégularité dont il a fait preuve sur le début de cette campagne, quand Tyronn Lue a tenté en lui donnant 15-20 minutes sur certains matchs, ou des petites opportunités de temps en temps. Dans ces moments-là, parfois il a fait des petits matchs intéressants, comme il avait fait un match à 13 points et 5 rebonds contre Cleveland, sûrement le meilleur match de son début de carrière, mais à d'autres reprises, malgré les 15 minutes qu'il avait sur le terrain, malgré l'énergie qu'il voulait donner, mais il y avait encore des petites erreurs, et offensivement, malheureusement, des fois, il était pas loin d'être invisible. Donc tout ça, ça va peut-être progresser, on n'en est pas là, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas, mais résultat, oui, si on fait le bilan de cette saison, les opportunités, elles ont été bien plus rares pour Moussa sur la deuxième partie de cette campagne. Quoi qu'il en soit, moi je voudrais quand même féliciter sa bonne volonté, sa bonne intensité aussi, qu'il a essayé de mettre à chacune de ses entrées en jeu. Il a montré quand même des choses encourageantes pour le futur, mais assurément, là il en est à un stade où il a encore tout à prouver pour essayer d'asseoir sa place en NBA. Et déjà, prochaine étape, ça va être de voir si il réussit à bénéficier d'une opportunité intéressante pour l'an prochain. Est-ce que les Clippers vont lui redonner une chance? Est-ce que si c'est pas le cas, il trouvera peut-être un two-way contract ailleurs? Un contrat garanti, je pense pas non plus. Cet été, il y a pas mal de choses, je pense, qui vont se jouer pour l'avenir de Moussa Diabaté. Et malgré de bons petits flashs cette saison, pour moi, il n'a pas assez prouvé pour dire qu'aujourd'hui, il a une place définitive en NBA. Mais quelles étaient vos attentes? Pour moi, elles n'étaient pas énormes, mais peut-être que si vous en aviez plus, vous avez été déçus, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ousmane Dieng maintenant, le troisième dont je parle aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en plus de Moussa Diabaté dont on vient de parler, on avait un autre rookie cette saison en NBA, en la personne de Ousmane Dieng, qui lui a seulement 19 ans et qui a été sélectionné haut, vu qu'il a été pris avec le 11e choix de la dernière draft, et donc qui avait l'occasion de faire ses premiers pas dans la grande ligue cette saison du côté d'Oklahoma City. Et là, si on était quand même conscient que le jeune français était avant tout un projet, il avait montré de bons progrès en Australie, mais il avait montré qu'il avait besoin de temps pour s'adapter à chaque fois à un nouveau championnat, et que là, on se doutait que ce serait pareil en NBA, il faudrait lui laisser peut-être des mois, voire quelques années pour se développer et atteindre son meilleur niveau. Et moi, si je fais le bilan, je trouve que cette campagne, elle a eu des hauts et des bas. Il y a eu des choses qui se sont plutôt bien passées, dont on va parler, mais moi je vais commencer par des choses qui ont quand même pas été simples. Parce que oui, dans cette team du Thunder, qui est réputée pour donner sans trop de soucis leur chance aux jeunes, on imaginait qu'on avait un Dieng qui rapidement pourrait obtenir de réelles opportunités. Le souci, c'est qu'en début de saison, malgré un match encourageant à 15 points à Atlanta, ça c'était cool, mais juste avant qu'il se blesse, et même avant ça, avant sa blessure, il a montré quand même pas mal d'irrégularités, pas mal de maladresse aussi, et il a connu justement après quelques pépins physiques qui ont fait que
au fur et à mesure, les opportunités qu'il pouvait avoir, peu à peu, elles ont diminué avec un Marc Daigneault qui privilégiait peut-être un Jalen Williams qui, et il a raison, hein, vu à quel point Jalen Williams a fait une super saison rookie, mais alors que moi je pensais pas que les deux pourraient se concurrencer sur le même poste, parce que pour moi Jalen Williams c'était plutôt un 2, finalement il a pris la place qu'aurait pu avoir Ousmane Dieng sur les postes 3 et 4, parce que tout simplement il s'est montré meilleur. Donc c'est dommage d'avoir vu ces opportunités diminuer, mais il y a eu quand même de bonnes choses, parce que heureusement, ensuite, après sa blessure, et après quelques moments où il était sorti de la rotation, qui ont provoqué une longue période d'inactivité pour lui, notamment pendant les mois de décembre et janvier d'ailleurs, on a un Ousmane qui peu à peu, au fur et à mesure que le Thunder assurait sa place au moins en play-in, qui a fini par retrouver la rotation, et même montrer des choses assez prometteuses, qui permettaient de prouver que durant tout le fil de cette campagne, le tricolore, lui aussi, a su continuer à progresser comme il avait fait l'année dernière, mais également à s'adapter au jeu de la NBA grâce au step-up qu'il a pu montrer. Quand il a joué 25 minutes, là, sur la fin de la saison, il a mis une fois 17 points avec 8 rebonds, et pour le dernier match de la saison, l'autre fois où il a joué plus de 25 minutes, on a Dieng qui nous a livré un match ultra complet, et ça faisait plaisir à voir, hein. Il était super proche du triple-double avec des chiffres de 22 points, 8 rebonds et 9 passes, c'est plutôt lourd. Maintenant, évidemment, il faut remettre cette performance dans le contexte de la fin de saison à OKC, qui lors de cette rencontre jouait plus rien et faisait jouer quand même clairement l'équipe B face à une team qui faisait la même chose. N'empêche que bon, malgré ça, même face à une équipe B, être presque en triple-double, il faut le faire dans un match NBA. Et moi, je trouve que Ousmane a terminé sa campagne en montrant que son potentiel était réel et laissant penser aussi qu'il pourrait poursuivre sa progression à l'avenir. C'est pas mal vraiment pour un rookie d'un si jeune âge, hein, parce qu'il faut se rappeler que c'était quand même l'un des plus jeunes draftés lors de la dernière QV. Donc ok, il a été beaucoup envoyé en G-League cette année. Je l'aurais peut-être espéré un poil plus en NBA. En G-League, mine de rien, il a assuré. À chaque fois, il a sorti de très grosses perfs. Et je pense que ça a été formateur. Donc comme on l'a dit, il fallait être patient. On l'est patient, et pour le moment je trouve que sa courbe de progression se fait plutôt dans le bon rythme, hein, globalement, à voir ce que ça va donner. Moi je pense que maintenant qu'il a pu faire ses marques, qu'il a pu faire sa place, qu'il prend aussi ses habitudes et ses automatismes, il va pouvoir entamer sa saison sophomore avec un réel bagage derrière lui. Tout ce qu'il va découvrir ne sera plus nouveau, ça peut lui servir, et continuer aussi à jouer sur ses qualités qui sont certaines, hein, avec son playmaking, avec son shoot qui se développe de plus en plus, ses très bons outils défensifs aussi, et tout ça il devra continuer à le développer. Donc dommage néanmoins qu'on ait pu le voir évoluer sur les terrains que 7 minutes au total lors du play-in, et encore c'était dans le garbage time. Il y a eu 2 matchs de play-in, un où il a pas joué, un où il a joué 7 minutes. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il joue beaucoup, mais ça aurait toujours fait plaisir de le voir. Mais peu importe, parce que encore une fois, même si tout n'était pas absolument parfait dans la saison d'Ousmane et que les attentes qu'on avait en lui, il les a pas non plus complètement explosées, j'ai trouvé que globalement, si on fait le bilan, on a un joueur, un rookie, qui a montré qu'il avait suffisamment de talent pour afficher au moins l'ambition d'essayer de se construire une carrière en NBA sur plusieurs années. Et s'il poursuit son step-up et ses efforts, et il en est capable, je pense, il peut y arriver. Et mine de rien, ce serait déjà pas mal de se donner une chance de continuer au moins quelques années en NBA. C'est pas donné à tout le monde. À voir maintenant s'il fait plus, je pense qu'il peut le faire. Mais déjà, sur sa saison rookie, même si il y a encore tout à prouver, il a quand même coché quelques cases et montré certaines certitudes. Et maintenant on parle de notre 4e français du jour, Evan Fournier. Mais aïe aïe aïe, je dois le dire, ça va être difficile d'être positif et optimiste vu qu'à New York, Evan, il vient purement et simplement disputer la pire saison de sa carrière d'un point de vue sportif. Il est arrivé chez les Knicks lors de l'été 2022, et sa première saison à Big Apple, moi je trouvais, sans non plus être totalement fabuleuse, elle était au moins correcte. Même s'il devait s'habituer au nouveau rôle de shooter que lui avait donné Thibodeau, et même si aussi il avait connu des hauts et des bas, il y avait quand même pas mal de positifs, ou de jolis perfs à retenir, hein. Je me rappelle notamment d'un match face à Boston. Il a aussi battu un record de franchise pour sa première saison à New York du nombre de 3 points inscrits sur une saison. Il avait une place de starter qui lui était garantie, et qui a priori devait lui être réservée pour la saison 2022-2023. Donc tout ça c'était très bien. Moi je trouvais que pour une première saison à New York c'était très bien, même s'il n'y a pas eu de playoff. Sauf que bon, est arrivée cette saison, et Evan titulaire à New York, vous le savez, de toute façon, ça n'a pas duré. Le tricolore allant même jusqu'à totalement perdre sa place dans la rotation. Et au final, qu'est-ce que c'est dur là si on fait le bilan avec du recul. 27 petits matchs joués pour lui seulement cette saison alors qu'il était en bonne santé, seulement 7 titularisations et aucune minute passée sur le parquet en playoff alors que les Knicks sont arrivés jusqu'au 2e tour. Pour le mec qui lors des tournois est l'option 1 offensive de l'équipe de France et qui aujourd'hui possède en NBA un contrat à 18 millions la saison, avouons que ça pique beaucoup
d'un point de vue sportif, d'avoir été si peu utilisé et d'avoir eu si peu l'occasion de se montrer. Parce que oui, Evan, là, il faut s'en rendre compte, hein, depuis qu'il a été sorti de la rotation, il a quasiment été utilisé seulement dans les garbage time, et clairement, dans un rôle comme ça, qu'il a découvert, il a eu du mal à retrouver le rythme et à prendre ses marques dans un espèce de rôle aussi minime. Quand on voit que Fournier, déjà à son compteur, il a 11 saisons NBA, dont une grande partie, hein, notamment à Orlando par exemple, où son rôle de titulaire était indéboulonnable, et bien on peut comprendre un peu que ça lui ait fait bizarre de passer du tout au tout, et de maintenant plus avoir aucune minute sur ce banc des New-Yorkais. Donc maintenant, pourquoi ? Parce que son profil, je pense, a pas plu à Thibodeau. En Evan, on avait un Tibbs qui espérait peut-être une transformation progressive en 3&D. Résultat, on a un Français qui a connu des difficultés en défense qui sont réelles, et surtout que, vu que cette saison, son adresse a commencé à le fuir, notamment à 3 points, ça a été compliqué. Pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut utiliser Evan, mais les Knicks avaient besoin de ça, lui, il a signé là-bas, pas d'excuse. Ce rôle, il devait le remplir, et je pense qu'il n'a pas été capable de remplir, et pas capable de répondre aux attentes de Thibodeau. Sans ça, il aurait eu du temps de jeu, donc voilà pourquoi il a passé de très longs matchs sur le banc cette saison pour un avenir à New York qui en ce moment semble complètement s'assombrir. Donc on va voir maintenant si les Knicks veulent bien le transférer afin de voir s'il peut se relancer sous un autre maillot, parce que là actuellement en l'état, tant que ce sera Thibodeau aux commandes, je vois vraiment pas comment un Fournier pourrait retrouver le temps de jeu dont il a besoin pour continuer à briller dans sa carrière NBA. Et donc en plus de ça, j'en vois qui veulent tirer à boulet rouge sur Thibodeau, j'en vois qui disaient qu'il fallait que Thibodeau le remette en play-off au moment où les Knicks avaient des difficultés de loin, mais moi je lui en veux pas Thibodeau. Déjà il a réalisé une très grosse saison avec les Knicks qui sont arrivés au 2e tour, peu de monde les voyait ici, mais en plus de ça, est-ce que mettre un Evan Fournier sur le terrain en play-off alors qu'il a pas joué depuis 3 mois et que les rares fois où il a joué c'était sur des tout petits garbage time où il avait pas l'air non plus dans le rythme, est-ce que finalement le mettre dans l'intensité d'un match de play-off face à Miami en lui disant tiens ça y est, ça vient de nulle part, t'as du temps de jeu, ça aurait pas été non plus le mettre en difficulté? Moi je pense que si, et je comprends tout à fait pourquoi Thibodeau l'a pas mis sur le terrain, même si les Knicks auraient eu besoin de scoring. Pour moi ça aurait été trop compliqué de le jeter dans le grand bain maintenant, et pour la saison prochaine j'y crois plus. Donc maintenant les Knicks, ils veulent le transférer. Evan, il a clairement dit ce serait vraiment très très surprenant que je sois encore à New York l'année prochaine. C'est ce que je lui souhaite. Il aura plus de temps de jeu et plus d'opportunités ailleurs. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Maintenant, il faut surtout espérer que son salaire sera pas trop rédhibitoire dans le cadre d'un transfert. Parce que, est-ce que la valeur d'un Evan Fournier aujourd'hui sur le marché des trades est si grande que ça? Je ne suis pas certain. Et pourtant, je pense que le seul moyen de relancer sa carrière à Evan, ce sera de quitter New York. Quoi qu'il en soit, le futur, on en parlera plus tard. Moi, je vous demande aujourd'hui si Evan a répondu à vos attentes, et j'ai l'impression que ça va quand même être bien dur pour lui. Le suivant, Rudy Gobert. Et on parlait de potentiel nouveau départ avec Evan Fournier pour se relancer juste avant. Et avec Rudy, nous avons un joueur qui, lui, justement, en début de saison, avait l'opportunité, pour la première fois de sa carrière, de jouer sous un autre maillot que celui du Jazz, et donc de prendre un nouveau départ pour créer une association risquée, mais qui était intrigante dans la raquette de Minnesota, avec Karl Anthony Towns. Et là, le souci, on l'a senti très vite, c'est que dans ce tout nouveau dispositif, on a un Rudy qui a eu des difficultés à trouver ses marques, et ce, des deux côtés du terrain. Si finalement il a quand même réussi à s'afficher plus ou moins en patron de la défense des Wolves, avec une bonne complémentarité avec Jaden McDaniels, dans cette équipe qui définitivement avait vraiment besoin d'un leader de ce côté-là du terrain, vu la catastrophe défensive que c'était la saison passée, il l'a fait, il s'est imposé en leader. N'empêche que j'en attendais quand même plus parce que je l'ai pas trouvé aussi dominant dans la protection de cercle que ce qu'il avait pu l'être par le passé à Utah. C'est aussi que les Wolves jouent différemment et qu'il a fallu adapter différemment. À Utah, il avait l'habitude qu'on lui rabatte tous les joueurs sur lui, qui soient orientés et que lui ait plus qu'à protéger le cercle. À Minnesota, c'était pas forcément pareil. Donc il a fallu qu'il s'adapte aussi. Et là, mine de rien, si on met de côté sa saison rookie, c'est la première fois de sa carrière que Rudy Gobert termine une saison à moins de 2 contre en moyenne par rencontre. Et ça s'est senti. Au sein d'une défense qui avait besoin de trouver les bons ajustements pour pouvoir évoluer aux côtés de Gobert, ce dernier a fait le taf, c'est sûr, globalement, mais peut-être pas autant que ce qu'on aurait pu l'espérer. En tout cas, il était loin du niveau d'Ipoy avec lequel il flirtait, voire un trophée qu'il obtenait ces dernières saisons. En attaque, pareil, même combat un peu, même si on sait que c'est sa spécialité et que c'est pas le joueur le plus skillé offensivement. Ok, il y a des circonstances atténuantes qui existent, et en début de saison, j'ai bien aimé comment on a un Towns qui a cherché à l'impliquer en lui donnant des ballons, notamment pour le mettre en confiance.
Malheureusement, on a un 4 qui s'est très très vite blessé, qui a manqué la très grande majorité de la saison, et l'occasion de développer une alchimie entre les deux intérieurs, ou de développer des automatismes, eh bien assurément elle devait être essentielle pour Minnesota, mais finalement avec la blessure de 4, elle est tombée à l'eau. Aujourd'hui, c'est clair, la première saison de Rudy avec Towns, globalement, c'est un échec leur association. Mais si cet échec peut permettre de mieux construire pour la suite, si peut-être ça leur permet d'avoir des bases pour mieux s'entendre pour la suite, si Minnesota décide de garder les joueurs, mais ça peut être intéressant. On avait un Gobert qui était dans une situation qui était très compliquée à Utah. Ça, c'est sûr et certain. L'année dernière, on sait comment ça s'est fini avec Donovan Mitchell. Et on s'attendait qu'il soit mis dans des meilleures dispositions à Minneapolis, en recevant peut-être plus de ballons, en étant mieux utilisé, et en étant dans une équipe où dans le vestiaire ça se passe mieux. Et on pensait qu'ils allaient mieux s'appuyer sur ses qualités et les utiliser peut-être au mieux. Et là, force est de constater que ça n'a pas forcément fonctionné comme prévu et comme c'était attendu. Et tous les chiffres du français sur le terrain ont dû être revus à la baisse, ça aussi c'est parlant. Donc après c'est pas catastrophique, c'est sûr, tourner à plus de 11 rebonds par match, c'est propre, mais ça vaut pas les presque 15 qu'il prenait la saison dernière quand il a terminé meilleur rebondeur de la ligue. Encore un élément qui prouve que la campagne du français, je dis pas qu'elle a été catastrophique, mais elle a été au moins compliquée je pense par rapport à ce qui était attendu. Donc maintenant on va voir ce que décide le front office des Wolves, s'il laisse encore une chance à ce projet d'association avec Towns la saison prochaine, même si a priori on a un Rudy qui semble intouchable sur le marché des transferts. Kat, je suis pas sûr qu'il soit transféré, mais qui sait, ça pourrait arriver. Mais ouais, cette association, je pense qu'elle a du potentiel, mais ça va être difficile. Moi personnellement, j'ai de gros doutes sur Towns en poste 4. Et puis au final, voilà, si on revient à Rudy, moi je veux pas non plus parler que de son association avec Towns, parce que ça reste un joueur à part entière. On a vu que les Wolves, ils ont été éliminés par les Nuggets au bout de 5 matchs de playoffs. Maintenant, je trouve que c'est déjà bien qu'ils soient qualifiés pour les playoffs. Ils sont passés par le play-in, ils s'en sont sortis. Et pendant ces matchs, alors pas le premier match du play-in, on s'en rappelle, Rudy Gobert était suspendu, mais au moins pendant les matchs de playoffs, j'ai plutôt apprécié l'impact qu'il pouvait avoir dans cette post-season globalement. Donc maintenant, à lui de capitaliser sur les bonnes performances qu'il a su montrer en fin de saison et en playoff pour la suite, même si on va pas se le cacher, l'embrouille qu'il y a eu avec Kyle Anderson sur le côté, ça a pas vraiment amélioré l'image du français qui était déjà pas ouf aux yeux du public US, mais ça fait partie du jeu, donc oui, c'est sûr, pas mal de choses, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, peuvent encore être améliorées en vue de la suite de la carrière de Rudy Gobert à Minnesota, après cette première saison, qui, disons-le, a été plutôt décevante, aussi bien individuellement que collectivement. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment être rédhibitoire et catégorique, en mode ça marchera jamais Rudy à Minnesota? Je suis pas sûr, mais ce dont je suis certain, par contre, c'est que cette saison, en tout cas personnellement, par rapport aux attentes que j'avais, elle me laisse un petit goût d'inachevé au fond de la gorge. 5e français pour aujourd'hui, non, je compte mal. 6e français pour aujourd'hui. Voici Killian Hayes. Ouais, c'est bien le 6e, tout à fait. C'est bien le 6e, et en fait, ça me fait plaisir de parler de lui aujourd'hui. Vraiment. Parce que lui, malgré des hauts et des bas qu'il a connus depuis qu'il est arrivé en NBA, j'ai trouvé que moi, pour sa 3e campagne dans la Grande Ligue, il sort jusque-là de sa meilleure saison en carrière. Et là, même si bien sûr, il y a encore tout plein de progrès qui sont encore à faire, notamment en termes d'adresse, en termes d'impact, en termes de régularité, je trouve que l'arrière français a quand même montré de très bons axes de développement qui laissent penser que ça y est. Peu à peu, il est en train de la faire sa place en NBA, il est en train de faire son petit trou, et peut-être que maintenant il peut sérieusement envisager de poursuivre encore sa carrière outre-Atlantique pendant plusieurs années. De toute façon, là il n'avait pas le choix, il fallait qu'il step up, il fallait qu'il montre qu'il a le niveau, il fallait qu'il prouve des choses. Donc on avait un Killian qui était complètement remis en question après sa saison sophomore, moi je me rappelle, on parlait déjà du fait qu'il avait absolument pas sa place en NBA et qu'il perdait son temps là-bas et qu'il devait revenir le plus tôt possible en Europe. Moi je pense que il avait une chose à prouver, c'était de montrer qu'il pouvait être un mec confiant, impactant et tranchant. D'autant plus que sur des lignes arrière à Détroit qui sont déjà très bien remplies, et qu'il était encore plus cet été avec la draft de Jaden Ivey qui a rejoint Cade Cunningham dans le backcourt, c'était compliqué pour lui. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que même si ça a fait du mal à ses Pistons, l'aubaine pour le français, et son temps de jeu aussi, l'aubaine pour le temps de jeu du français, ça a été la grave blessure de Cade Cunningham qui a manqué les 3/4 de la saison, et d'un coup d'un seul, ça propulsait Killian Hayes à nouveau comme un titulaire à Détroit, une opportunité qu'il avait déjà eue par le passé, c'est sûr, mais qu'il n'avait jamais vraiment su saisir jusque-là. En tout cas, il était peut-être pas assez mature, pas assez prêt, pas assez habitué au rythme de la NBA.
Ses qualités défensives, d'un certain côté, elles n'ont jamais été critiquables. J'ai toujours trouvé impactant et efficace de ce côté-là du terrain. Et tout le monde savait qu'en défense, il pouvait avoir un rôle, Killian Hayes. Ça, jamais il y a eu trop de doutes là-dessus à son sujet. C'est surtout, en fait, son manque d'agressivité offensive qui nous faisait nous poser des questions. Et bien désormais, j'ai envie de dire cocorico, on a un Killian qui semble peu à peu avoir trouvé au moins une partie de son rythme et progressivement s'adapter au rythme offensif de la Grande Ligue. Et ça, c'est plutôt cool. Même si globalement ses pourcentages, notamment à 3 points, sont toujours assez bas, c'est vrai, et que son impact en attaque, il dépendra énormément de la réussite de ses tirs sur certains matchs, j'apprécie néanmoins, malgré son irrégularité, qu'aujourd'hui, il hésite beaucoup moins à tenter sa chance et à prendre sa responsabilité. Ça s'est même vu lors de certains money times, 2-3 fois dans la saison, il a mis des paniers qui comptaient dans les 4e quart-temps et a même fait gagner son équipe des Pistons. C'est pour ça, chapeau à lui. Pour la première fois aussi, on a un Hayes qui a terminé une saison NBA à plus de 10 points par match. Ça montre les progrès offensifs qu'il a fait, ça montre la prise de conscience et de confiance qu'il a su réaliser. Et moi, je trouve ça pas mal, même dans une équipe de fond de tableau qui avait peu d'ambition finalement comme les Pistons. Même si j'en attendais plus des Pistons, la blessure de Cunningham a fait que finalement il fallait remettre ses ambitions au placard. De toute façon, même avec Cunningham, c'était pas ouf en termes de résultats. Et bien finalement, tant mieux pour Hayes qui a su justement, peut-être avec l'expérience, la répétition des matchs et les opportunités qu'il a eues, saisir sa chance et montrer que ça pouvait être un bon joueur de basket. À 4 reprises cette saison, il a quand même atteint ou dépassé la barre des 25 points, c'est bien. Et il a même mis 54 points en cumulé sur les 2 derniers matchs de la saison. Donc ça faisait un match à 28, un match à 26 de mémoire. Sans être élite, surtout dans des matchs qui comptaient pas pour grand chose, c'est tout de même encourageant et c'est significatif, je trouve, du step-up que Killian a fait cette année. De plus en plus, même si sa spécialité, on va pas se mentir, c'est toujours la défense, on a un Killian qui se transforme en petit two-way player qui va être efficace des deux côtés du terrain et c'est sûrement dans ce rôle, en développant encore plus son costume dans ce rôle de two-way player, qui pourra, je pense, asseoir définitivement sa place dans la Grande Ligue. Donc à lui de poursuivre les efforts, même si avec le retour de Cade Cunningham à la compétition, son temps de jeu pourrait reprendre un pet la saison prochaine à Détroit. Donc maintenant, on va observer ce que le changement de coach lui réserve chez les Pistons. On sait que Dwayne Casey a été viré, on cherche toujours son remplaçant. On verra aussi si le nouveau coach et le front office comptent toujours sur lui. Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont chercher à l'envoyer ailleurs? Je pense que sa valeur à Killian n'a jamais été aussi haute. Donc s'ils voient le profil les Pistons, peut-être que c'est le bon moment pour le transférer. À voir. On cache pas que le voir briller dans une équipe compétitive, si on l'aime Killian, plus que c'est chez ces Pistons, qui sont un petit peu mornes collectivement dans les résultats, malgré leur volonté de reconstruction, ce serait peut-être pas du luxe, parce que je pense que Killian, ce qu'il apporte défensivement, s'il arrive à rester un minimum en confiance offensivement, ça peut faire du bien sur quelques séquences, même à une team contender. À voir ce qui vaut mieux pour lui. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il se développe avec du temps de jeu dans une équipe de fond de tableau ou qu'il ait un rôle de 7e, 8e homme de 12-13 minutes dans une équipe qui peut aller loin en play-off? Je pense que les deux peuvent être positifs pour le gain d'expérience, mais je crois que moi j'aimerais le voir quand même dans une équipe un poil plus compétitive, même si je pense que les deux situations lui conviendront, à condition bien sûr qu'il ait du temps de jeu encore aux Pistons, malgré le retour de Cunningham. Donc encore une fois, de toute façon, pour son futur, il n'y a pas de secret. La confiance, l'adresse, la régularité, ce sera les clés principales de ses progrès pour obtenir des opportunités et des responsabilités sur le long terme en NBA. Il en est capable, donc j'ai envie de dire courage Killian, t'es sur la bonne voie, il faut persévérer maintenant et puis confirmer l'année prochaine. Donc Théo Malédon maintenant, ce sera le 7e dont on va parler aujourd'hui. Et vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, moi je faisais mes Airball Project un petit peu à leur propos, c'était quelques mois avant la draft 2020, on se demandait un petit peu qui de Killian Hayes ou de Théo Malédon aurait la meilleure carrière en NBA. Et aujourd'hui, le bilan, c'est que ça a été beaucoup plus compliqué pour Théo que pour Killian. Alors que pourtant, ça a été compliqué pour Killian de se faire une place. Je parle pas en termes de résultats et de performance, mais dans le côté se faire une place sur la durée outre-Atlantique, on a un Killian qui, mine de rien, a réussi à choper un contrat garanti avec des Pistons où il a eu du temps, et on a eu un Théo Malédon qui a vécu un début de carrière beaucoup plus instable. Déjà, alors que 1 an, 6 mois avant la draft, beaucoup de monde l'attendait pris et pique au premier tour, Théo Malédon, on se rend compte que sa dernière campagne a été compliquée avec l'Asvel, où il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Mitrovic, et ça juste avant de faire le grand saut, c'est pas génial, ça a fait baisser sa cote, et on a un Malédon qui a dû attendre le 34e choix pour enfin voir son nom appelé, alors qu'à une époque on le voyait l'autre pique, et pas mal de mock draft, moi je me rappelle 6 mois avant la draft, le voyait même drafté avant Killian fasse augmenter sa cote, et que Théo Malédon fasse baisser la sienne. Peu importe, bilan des courses, il s'est retrouvé à jouer avec OKC, et là on
en parlait tout à l'heure avec Ousmane Dieng, à OKC, il avait l'occasion d'obtenir du temps de jeu. On sait que c'est une équipe qui était en reconstruction, encore plus à l'époque, et qui pouvait donner des opportunités aux jeunes. Et là, clairement, il a fait une saison rookie qui a été très prometteuse, où on lui donnait pas mal de responsabilités, il a été titulaire, il a fait quelques cartons offensifs. Malheureusement pour lui, il a eu de très très grosses difficultés à confirmer sa bonne campagne rookie après sa saison sophomore. Et finalement, à OKC, on lui faisait plus vraiment confiance, on s'en est rendu compte. On s'est rendu compte aussi qu'on avait pas mal de joueurs sur les postes arrière. Et le Thunder a décidé de le transférer vers une équipe des Rockets qui comptait encore moins sur lui parce que les Rockets l'ont cut dans la foulée. Et on a un Théo Malédon qui se retrouvait free agent et je m'inquiétais un petit peu pour son avenir. Heureusement pour lui, il a rapidement trouvé une autre team qui lui faisait confiance et qui lui ont offert un two-way contract, les Charlotte Hornets. Et même si c'est sûr que collectivement, en arrivant à Charlotte, Théo Malédon, il savait qu'il n'aurait pas forcément énormément d'ambition collective, moi je me disais que ce nouveau départ pourrait l'aider à lancer ou à relancer, comme vous voulez, sa carrière en NBA. Donc de toute façon, avec son two-way contract, il savait un petit peu à quoi s'attendre en termes de temps de jeu. Il savait que de toute façon, il pourrait pas jouer plus de 50 matchs NBA. Il savait qu'il ferait pas mal d'aller-retour avec la G-League. Et moi, je m'imaginais à ce qu'il passe la majorité de son temps avec la G-League. Peut-être qu'il ait quelques opportunités. Et s'il arrivait à capitaliser dessus, avoir ensuite un petit peu plus de chance en NBA. Et ça a été le cas. Il a fait des matchs en G-League. Globalement, là-bas, il a été plutôt bon. Mais au final, c'est arrivé vite ses responsabilités parce que avec les nombreuses blessures de la Melo Ball, on a une hiérarchie qui a complètement changé du côté des Charlotte Hornets. On a un Dennis Smith Jr. qui pendant un long moment a été titulaire, et finalement un Théo qui a obtenu, avec ses blessures, un rôle ou une place dans la rotation de Steve Clifford. Et là au final, si on fait le bilan, même si c'est dur d'être satisfait, sur les 50 matchs maximum qu'il pouvait jouer en NBA, il en a joué 44, c'est pas mal, il en a fait 7 en tant que titulaire aussi, c'est pas trop mal, même si sans la Melo Ball on aurait pu espérer plus, et dans les statistiques, au niveau de la moyenne de points, c'est quand même un petit peu inférieur à ce qu'il peut produire et ce qu'il avait montré lors de ses 2 premières saisons en NBA à OKC. Mais globalement, moi, ce que je retiendrai, c'est que toujours dans l'intelligence de jeu, dans les choix offensifs, même si c'est pas toujours 100% ok, j'aime bien ce qu'il montre dans le QI basket et dans le playmaking. Ça suffira pas pour se faire une place en NBA sur la durée s'il est pas plus agressif offensivement, mais c'est au moins un petit point pour lui. De plus, même si sa saison, elle pourra pas permettre de gommer toutes les difficultés qu'il a vécues pendant cette campagne, et même pendant la saison sophomore l'année d'avant, moi je trouve que Théo, dans cette équipe de Charlotte, qui visait plus rien, a su quand même montrer de bonnes choses, avec plusieurs perfs au-dessus des 15 points, même une pointe à 22. Après, est-ce que ça suffira pour lui cette bonne fin de saison pour retrouver un contrat l'an prochain? Pas sûr, mais peut-être que en continuant à se faire un petit peu remarquer cet été, peut-être en participant au Summer League, peut-être en repassant un petit peu par la G-League, il a de quoi encore s'ouvrir des portes supplémentaires. Il a de quoi encore, je pense que le niveau est là pour jouer en NBA, il attend juste la bonne opportunité. Le problème, c'est que on sait que plus le temps passe pour certains joueurs et moins les chances sont importantes d'avoir cette opportunité, d'avoir un contrat garanti. À lui de prouver, tout n'est pas encore fermé, mais pour moi, même si sa saison, elle aurait pu être plus chaotique une fois qu'il s'est fait cut des Rockets, il a quand même pas prouvé assez pour le moment, même si je suis persuadé du potentiel et des qualités du joueur, il a pas encore, il va falloir qu'il prouve plus encore s'il veut rester définitivement en NBA sur la durée, je pense. Maintenant, on va parler de Frank Ntilikina. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, ça a été quand même très compliqué pour le French Prince, j'allais dire le Fresh Prince, mais le Fresh Prince c'est Will Smith, non, le French Prince, cette deuxième saison au Texas du côté de Dallas. Parce qu'on le sait, du côté des Mavericks, oui, sur les lignes arrières, on a un Luka Doncic qui a besoin autour de lui d'être entouré par des bons défenseurs. Et le départ de Jalen Brunson, qui a moyennement été remplacé, en tout cas en début de saison, ça pouvait au moins laisser entrevoir une petite ouverture pour Frank pour avoir, même si c'était pas 15 minutes par match ou 20 minutes par match, mais je sais pas, 7, 10 minutes par match de façon régulière. Et ça, ça a été compliqué parce qu'on a vu que l'arrière français rapidement est retombé dans ces travers qui ont fait que même déjà à New York, il avait pas très réussi à faire sa place, avec une discrétion, voire une inefficacité en attaque, qui très 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 vite a fait retomber l'arrière au fin fond de la rotation de Jason Kidd. Et c'est dommage parce que il l'avait montré la saison précédente, il était prometteur, parce qu'il défendait fort, et de temps en temps tu le mettais dans le corner et il mettait un 3 points. Mais s'il met plus ce 3 points dans le corner, à quoi il est utile en attaque? Pas à grand chose. Donc même s'il avait montré ça, c'était difficile de s'enflammer, et c'est difficile de s'enflammer pour la saison qui vient de finir. Là, sur les 82 matchs de cette campagne, il en a joué 47, donc quasiment 1 sur 2, un petit peu plus. C'est pas ouf pour un mec dont t'attends qu'il ait plus de temps de jeu, parce qu'il avait la place dans son profil pour avoir du temps de jeu. Je le répète, mais s'il avait mis des shoots, je suis persuadé qu'il aurait eu plus de responsabilités. Il a eu 5 titularisations. Quand il était sur le terrain, sur les 47
matchs où il était là, ben son temps de jeu ça a été inférieur à 13 minutes. Son adresse, regardez, ça a été catastrophique, hein, 36% au global au shoot, 25% à 3 points. Et sa perte de confiance qui a semblé flagrante, notamment au lancer franc. Sa première saison à Dallas, il était à plus de 95% au lancer franc en moyenne. Là, il est tombé à 67, c'est-à-dire à 2 sur 3. Et en plus de ça, il va peut en provoquer des lancers, donc les peu qu'il l'a, s'il les met pas, ça devient compliqué pour Jason Kidd de le faire jouer. T'as beau être utile en défense, si en attaque pour ton équipe t'es un point mort, et ça me fait de la peine de parler de Frank comme ça, parce qu'il a déjà montré qu'en confiance en attaque avec Vincent Collet, il était capable de bonnes choses. Remember la Coupe du Monde. Mais là, à Dallas, t'as besoin de sentir que Frank est en confiance, que son coach lui fait confiance, qu'il va lui donner les opportunités, qu'il va être dans les meilleures dispositions possibles, et ça malheureusement, il a eu du mal à le trouver, et donc forcément, cette saison, je pense qu'elle va être un petit peu à oublier pour Frank Ntilikina, à mettre de côté, malgré, je le répète, toutes les qualités qu'il possède de façon évidente du côté défensif. Individuellement, en termes de stats, Frank, il a clairement fait l'une de ses pires saisons en NBA, si ce n'est la pire, hein, sa saison rookie y compris, quand collectivement, ça n'a pas été glorieux non plus, parce que la non-qualification de Dallas pour le play-in, ça symbolise aussi un échec cuisant, et Frank n'a même pas pu avoir de rôle là-dedans, donc c'est assez catastrophique, je trouve, cette saison. Et pour moi, ça en fait des doutes et des questions à se poser autour du Français, on va pas se le cacher, et alors qu'il va être free agent cet été, beaucoup de questions existent encore autour de lui. Est-ce qu'il va réussir à retrouver une équipe ou un contrat l'été prochain, et pour son avenir, pour l'instant, on est dans l'expectative un petit peu. On verra ce qui peut se construire en NBA à court ou moyen terme. Mais dans une contracture comme c'était le cas cette année, je pense qu'on aurait pu en attendre plus de la part de Frankie, et c'est dommage parce que je reste persuadé que si ce joueur est mis dans les bonnes dispositions et qu'il est en confiance, il peut vraiment être un two-way player. Mais pour l'instant, c'est seulement un one-way, un lockdown défensif, comme je disais. Mais ça ne suffit pas. Terminons notre tour d'horizon des 9 Français en NBA avec Olivier Sarr, le pivot tricolore, qui bien sûr n'a pas non plus énormément joué cette saison dans la Grande Ligue, parce que lui, il a plutôt évolué en G-League, mais qui quand même, en fin de saison, a pu disputer 9 matchs sous le maillot du Thunder. Donc vu qu'il est dans la liste et qu'il a joué 9 matchs, c'est pas énorme, mais il faut qu'on en parle du grand Olivier. Et si quasi à chaque fois, on a un Marc Daigneault qui lui a donné quasiment tout le temps des opportunités dans le garbage time, mais lors du dernier match de la saison, où OKC ne jouait plus rien, on a un Olivier Sarr, en compagnie de son compatriote Ousmane Dieng d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, et qui avait réalisé un très bon match aussi lui pour finir sa campagne, mais qui a été propulsé, Sarr qui a été propulsé dans le rôle de titulaire, et globalement il a plutôt bien assuré, 22 points et 15 rebonds en 42 minutes. Si on cumule à ça le presque triple-double de Ousmane Dieng à cette époque-là pour le même match, c'était cocorico chez les tricolores du côté d'OKC, même si le match voulait pas dire grand-chose, et que on faisait jouer les équipes un peu bis. Et je me dis, 22 points et 15 rebonds en 42 minutes, même dans un match sans enjeu, c'est quand même lourd. Dommage que il ait été sorti pour 6 fautes, peut-être qu'il aurait joué plus que les 42 minutes, quoique, pas sûr, 42 minutes c'est énorme, mais c'est peut-être la seule petite ombre au tableau dans son match, c'est qu'il a été pour 6 fautes, mais oui, il a fait un gros match dans ce dernier match de la saison qui n'avait pas beaucoup de sens. Et du coup, maintenant, est-ce que ça va lui suffire à Olivier pour s'ouvrir définitivement les portes de la NBA? Et ça, honnêtement, je suis pas sûr. Il souffre sûrement de son côté un petit peu trop pivot à l'ancienne, qui joue beaucoup au poste et qui défend surtout la peinture, même si, je dois pas le cacher, il a quand même fait des vrais progrès ces dernières années depuis la NCAA notamment. Moi je pensais que ce serait rédhibitoire pour la NBA, et finalement il a quand même appris à gagner un petit peu en mobilité, et il a appris à davantage s'écarter au niveau du tir, même en mettant quelques 3 points la saison dernière. Donc il est moins pivot à l'ancienne que c'était à l'époque, mais ça reste un petit peu son principal défaut, parce que dans la mobilité et dans le shoot extérieur, c'est quand même difficile de dire qu'il est élite. N'empêche que ces progrès, ce travail et cette métamorphose progressive de son jeu, ça lui avait permis en début de saison de dégoter un two-way contract avec les Blazers, mais ces derniers, les Blazers, ils ont finalement décidé de le cut mi-novembre sans même lui donner l'occasion de ne rentrer qu'une seule seconde dans un match à NBA. Donc c'était une vraie déception, surtout quand on voit le manque de backup qu'il y avait dans l'effectif de Portland. On se disait que Olivier Sarr avait peut-être une carte à jouer. Malheureusement, il a jamais eu l'occasion de montrer sur le terrain que il pouvait avoir le niveau. Donc peu importe, heureusement qu'on a des dirigeants du côté du Thunder, une maison qu'il connaît très bien, vu qu'il avait déjà joué 22 matchs là-bas la saison passée, qui lui ont proposé un petit contrat pour la fin de saison, et ça a permis à Sarr de montrer que oui, en tant que pivot, il a de vraies qualités au niveau du basket. Maintenant, faut en être conscient, 9 matchs sur toute une saison, c'est peu pour se montrer en NBA, et même cette perf à 22-15 dans une rencontre dont tout le monde semblait se désintéresser, à part justement les joueurs qui étaient sur le terrain, qui ont performé, et parce que enfin ils avaient une opportunité, ça suffira peut-être pas, pardon. Aujourd'hui, malgré
ce bon dernier match, malgré les bons petits passages qu'il a su montrer dans le garbage time, c'est quand même très difficile d'être sûr et certain que Olivier ait une nouvelle opportunité en NBA la saison prochaine. Et peut-être que l'Europe semble le projet le plus cohérent. Maintenant, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, à voir ce que ça donne maintenant dans la Grande Ligue. Peut-être que lui, son rêve, c'est de rester en NBA quoi qu'il arrive. Et il peut continuer à faire des passages par la G-League en attendant d'être appelé par une équipe où il aura peut-être une autre opportunité et où il pourra montrer qu'il a sa place. Ça peut être un plan de carrière, pourquoi pas. Donc on va pas précipiter quoi que ce soit. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très difficile pour lui de s'ouvrir les portes de la NBA de manière définitive. Mais voilà, il reste quand même devant la porte, il continue à taper, et peut-être qu'à force d'insister, ça marchera. Et si ça marche pas, et s'il en a marre d'insister, bah voilà, peut-être qu'il rentrera en Europe. Mais si son rêve c'est la NBA et qu'il a une opportunité de contrat, ce serait quand même dommage de refuser. Épilogue. Allez, si on fait le bilan de ce live, moi à chaque fois, je vous ai demandé est-ce que ce joueur, celui dont je venais de parler, a répondu à vos attentes pour la saison. Et là, je vous montre un petit peu le classement, en partant de ceux qui ont le moins répondu à vos attentes, pour finir par celui qui a le plus répondu aux attentes. Là, l'idée, c'était pas du tout de classer les joueurs français en termes de niveau de jeu, pas du tout, je vous ai pas demandé qui était le meilleur, je dis quel est celui qui a réussi la saison la plus pleine en fonction de vos attentes, des attentes qui sont forcément très personnelles et très différentes chez chacun, c'est pour ça qu'on a eu des résultats où à chaque fois, ça divisait un peu, mais ça fait partie du jeu, et là, le bilan fait que celui qui a répondu le moins à vos attentes, c'était Franck Ntilikina, cette saison, qui arrive en queue de peloton. C'est vrai que c'est décevant, on attendait plus de sa part, et finalement, il a beaucoup ciré le banc du côté de Dallas, alors qu'il aurait pu potentiellement avoir une opportunité dans une équipe où il y avait besoin de défenseurs comme lui. Dommage, il a pas mis ses shoots, on verra ce que ça donne pour la suite. Deuxième en partant de la fin, donc il arrive 8ème finalement sur 9 parmi les Français, Evan Fournier, et évidemment qu'il n'a pas répondu à nos attentes. On espérait qu'il soit titulaire, il a fini hors de la rotation sans jouer une seule minute en playoff. Presque je l'aurais mis derrière Franck Ntilikina, parce que j'en attendais beaucoup plus de la part d'Evan que de la part de Franck Ntilikina. Moi j'aurais inversé ces deux-là. Je suis assez d'accord sur le fait de les mettre en queue de peloton. Encore une fois, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut dire que cette saison a été décevante par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Vient ensuite Rudy Gobert. Vous êtes que 18% à avoir été satisfait de sa saison. Voilà, c'est vrai que moi aussi j'en attendais plus, j'étais conscient que ce serait une saison d'adaptation, donc je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit forcément encore All-Star, mais j'en attendais davantage, au moins dans l'impact collectif qu'il pouvait montrer à Minnesota, et ça a été très compliqué pour lui cette saison, pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Joueur suivant qui vient devant Rudy Gobert, voici Théo Malédon. Théo Malédon, c'était dur d'en attendre trop, parce qu'on sait que c'est un ancien deuxième tour de draft, mais sa saison rookie avait laissé ouvrir de beaux espoirs concernant la suite de sa carrière, mais depuis sa saison sophomore, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. La blessure de LaMelo Ball lui a pas non plus permis de totalement exploser. C'est dommage, je suis persuadé de ses qualités, mais malheureusement, on a un Théo Malédon qui est toujours plutôt maladroit au tir et qui peine à montrer le niveau qu'il peut avoir en NBA. C'est dommage, à voir ce que ce sera la suite de sa carrière. Même si, je suis pas forcément pessimiste, mais il faudra qu'il montre plus. Quoi qu'il en soit, c'est le premier, mine de rien, et ça il faut le rappeler, qui a reçu plus de 50% de oui. Donc ça veut dire que vous êtes plus de la moitié à avoir été satisfait de la saison de Théo. C'est quand même très divisant, c'est du 52-48, mais ça montre que c'était pas non plus si catastrophique. Vient ensuite Olivier Sarr, vous êtes 63% à être content de sa saison. C'est dur de dire ça sur 9 matchs, mais sur 9 matchs au moins il a montré qu'il pouvait être un bon joueur de basket, qu'il pouvait performer quand on lui donnait des responsabilités, des opportunités. C'est déjà bien pour Olivier, ça peut être un bon début, à voir ce que ça donne pour la suite. Ensuite, 4ème, avant qu'on entame le podium, c'est Moussa Diabaté. Moussa Diabaté, vous êtes 64% à être content de sa saison par rapport à vos attentes. Vous n'attendiez absolument rien de lui, même pas un match NBA. Au final, il en a joué quand même une vingtaine. Il a montré quelques bonnes perfs. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas pendant toute la saison. Mais il est jeune, il a 21 ans, il peut encore progresser. Et défensivement, même s'il est très raw offensivement, défensivement, il a quelques outils qui pourront être utiles pour la suite. Voyons comment il se développe. C'est pas la panacée, mais pour un mec pour lequel on avait peu d'attentes, c'est finalement pas si mal. Maintenant, en numéro 3, donc celui qui ferme notre podium avant de découvrir les places 1 et 2, voici Killian Hayes. Effectivement, toujours des difficultés offensives, toujours de l'irrégularité, mais du mieux dans ce secteur-là, toujours une présence défensive, un gain de confiance qui s'est montré progressif tout au long de la saison, des bons shoots clutch aussi de temps en temps. Vous êtes 77% à être satisfait de la saison de Killian Hayes, et ça s'entend. Moi je suis assez satisfait, j'aurais répondu oui aussi si je votais au sondage. En numéro 2, voici Ousmane Dieng. Je m'attendais pas à le voir si haut. Il bat Killian Hayes d'un petit pourcent. Lui, vous êtes 78% à être ravi de sa saison. Et alors moi personnellement, j'en attendais plus venant dans 11e choix de draft. Mais si je me dis que ok, ici il a drafté en 11, mais dans l'idée que c'était un projet de le former et qu'il ne performerait pas la première année, que ce sera les années suivantes qu'il performera, pourquoi pas? J'aurais peut-être été plus sévère que vous, moi je l'aurais pas mis si haut par rapport au bilan, j'aurais peut-être mis
derrière Kylian Hayes au moins en tout cas, mais quoi qu'il en soit, sa deuxième partie de saison, à partir du moment où il est revenu de blessure et a eu des opportunités, était plutôt positive. Son dernier match, même s'il valait pas grand chose au vu de l'intensité assez faible qu'il y avait dans ce match de ce dernier match de fin de saison, était quand même très prometteur. Moi j'aimerais bien un jour avoir fait un presque triple-double en NBA. Ousmane Dieng l'a fait, c'est prometteur pour la suite, c'est peut-être pas assez complet, impactant et pas assez fort dans le volume de jeu pour que je sois entièrement satisfait, mais il y a peut-être de beaux jours à voir pour la suite de la carrière NBA de Ousmane Dieng. Et enfin, numéro 1, celui qui vous a le plus satisfait, celui qui a le plus répondu à vos attentes, c'est Nicolas Batum. Nicolas Batum qui a été égal à lui-même, qui a fait ce qu'on attendait de lui, cette espèce de role-player, travailleur de l'ombre, qui fait tout ce qu'il faut, qui facilite le jeu en attaque et qui défend fort en défense. Donc voilà, vous êtes 94% et il est loin devant à avoir été satisfait de la saison de Nico Batum. Et c'est fou parce que, comme je disais tout à l'heure, ok, il a fait son taf, ok, il a fait ce qu'on attendait de lui, mais il a pas non plus été super étincelant, il a pas été magnificent, même s'il a mis un game winner au moins contre les Knicks. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est le Français qui a répondu le plus à nos attentes, et ça montre encore une fois à quel point, du côté des tricolores dans la Grande Ligue, on a une saison compliquée. Espérons que l'arrivée de Victor Wembanyama l'année prochaine puisse un peu faire changer cette narrative, parce que là, on va pas se mentir, c'était pas le meilleur cru pour nos Français en NBA. Donc on verra maintenant l'année prochaine si ça se passe mieux. Voilà pour ce qui est de la saison 2022-2023 des Français en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi en commentaire quel est le Français dont vous êtes le plus satisfait, et celui dont vous êtes le moins satisfait. Ça m'intéresse de comparer vos tendances avec celles du chat de Twitch par exemple. On se rappelle également que si vous voulez participer aux compétitions Sorare, obtenir tout un cas de carte gratuite, soutenir la chaîne et venir me défier, tout se passe dans le lien que vous trouverez dans la description. Et puis allez, vous connaissez, pour aller encore plus loin, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on lâche un maximum de pouces vers le haut. Ça aussi, ça apporte une force immense. À très vite.